D'abord, bonsoir à tous. Je suis vraiment très contente d'être là. Et comme on a, avant de rebondir sur ce qui a été dit auparavant et de présenter l'initiative qui fait que j'ai été invitée ici, je voulais vous dire mon plaisir d'être avec des étudiants. On a commencé la soirée avec quelque chose d'un peu difficile, qui est un pronostic, ouais, enfin une hypothèse. Hein. Faut quand même, je rappelle que ce n'est qu'un scénario, qu'il y en a d'autres scénarios, et qu'il faut absolument qu'on continue de parier sur le moins pire des scénarios, et qu'on s'emploie tous à changer la trajectoire qui est celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Et précisément, on a tellement besoin de vous pour nous aider à reprendre, à repasser sur la bonne trajectoire. Je crois qu'il ne faut pas compter trop non plus sur les plus âgés, et je ne fais pas de la démagogie en disant ça. On a vraiment besoin, je vais le dire un peu fort, de manière un peu brusque, mais on a besoin d'être poussé dehors. Parce que c'est précisément grâce à votre inventivité, et à des ingénieurs, forcément, ça vient de soi, mais et à votre exigence. Enfin, on doit pouvoir compter sur votre exigence, c'est extrêmement important. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je vous envie, parce que vous avez un champ d'invention absolument incroyable, et vous êtes ingénieur, et le défi qui vous est lancé, il est énorme. Et donc, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous. Et donc, saisissez toutes ces opportunités, parce que ça sera passionnant. Voilà, ça c'est pour le préliminaire. Deuxième préliminaire, moi, je n'ai pas de slide. J'ai mis celle-là pour vous encourager à aller voir ce film, parce que certains jours, quand je suis très déprimée par le constat, le constat du changement climatique, il n'y a pas que le changement climatique d'ailleurs, il y a aussi la biodiversité, et c'est extrêmement important de le rappeler, surtout qu'on a besoin de cette biodiversité pour lutter contre le changement climatique. Tout est lié, on est dans une crise systémique, et par conséquent, dans ces cas-là, moi j'ai besoin de me rappeler pourquoi je le fais. Alors heureusement, j'ai 3 enfants qui tous les matins me disent pourquoi je continue cette bataille. Mais il y a aussi la beauté du monde. Et donc je vous invite à aller voir La Panthère des Neiges, parce que s'il y a quelque chose qui peut vous donner envie d'agir, c'est bien ce genre de beauté-là, ces animaux, cette biodiversité que Vincent Meunier et Philippe Tesson nous invitent à voir. C'est juste une merveille, ce film. Voilà, fin des préliminaires. Le greenwashing, oui, et donc moi j'appelle ça le greenwashing. Bon, chacun, voilà, c'est pour un jeu de mots un peu douteux, mais qui remonte le moral de temps en temps. Et puis pour continuer sur les bonnes nouvelles, je trouve que finalement, d'une certaine manière, le greenwashing, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a 20 ans, personne ne se serait préoccupé d'essayer de verdir son image de marque. Et si aujourd'hui, il y en a qui le font, c'est bien parce qu'ils ont compris que c'est un enjeu et qu'il y a un diagnostic qui est établi et que maintenant, il n'y a plus personne pour le contester. Et franchement, pour les plus âgés dont je fais partie, il faut aussi revenir en arrière et se souvenir qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, on était des empêcheurs de tourner en rond. Ensuite, il y avait beaucoup de gens pour contester ce diagnostic, ce qui n'est plus le cas. Et aujourd'hui, grâce aux citoyens, grâce aux jeunes, grâce aux manifestations comme celle d'aujourd'hui, eh bien, il y a une pression suffisamment forte pour que les entreprises se disent « mince, il faut que je fasse quelque chose ». Alors, il y a la mauvaise façon de le faire, mais n'empêche que c'est un signal. C'est d'autant plus un signal que, comme vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui ne veulent pas aller travailler dans des entreprises qui ne sont pas alignés sur un certain nombre de valeurs écologiques, sociétales et sociales. Je lisais tout à l'heure les résultats d'un sondage qui a été effectué par Harris pour le mouvement pour un réveil écologique, qui va être publié, je pense, incessamment sous peu, où ils ont été interrogés, des jeunes justement, sur leur vision de l'entreprise, sur comment ils envisagent leur carrière. Et c'est sans appel, c'est-à-dire que de 2/3, voire plus, des étudiants aujourd'hui, en particulier évidemment, plus on monte dans les diplômes, plus c'est fort, ne veulent pas aller dans des entreprises où sont prêts à changer de métier, ou d'entreprise si ça n'est pas aligné avec ces valeurs écologiques et de transition, et cette nécessité de transition. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, je pense que les entreprises, elles le savent, sinon elles ne s'efforceraient pas de montrer qu'elles font pour le mieux. Donc ça, c'est the good side, enfin c'est le bon côté de la chose, quoi. Maintenant, comme le disait Mathieu, c'est quand même extrêmement préoccupant de voir que ça peut nous détourner, ça ne permettra plus de distinguer le vrai du faux, et ça, c'est un énorme enjeu.
Maintenant, si je me mets à la place des entreprises, je suis chef d'entreprise, je me dis c'est quand même extrêmement compliqué. Je voudrais revenir à ce qui est derrière le greenwashing. C'est quand même très compliqué parce que d'un côté, on n'arrête pas de vous dire il faut faire de la croissance, il faut faire de la croissance, il faut faire de la croissance, il faut des chiffres, il faut produire de l'emploi, il faut produire des résultats dont dépend le développement, parce que notre modèle économique et notre société, elle s'appuie sur la création de richesses pour le développement. Et d'un autre côté, il faut économiser les ressources, surtout depuis la guerre en Ukraine, être sobre en matières premières, parce que l'Europe, en particulier l'Europe, en est particulièrement dépourvue. Donc c'est très contradictoire. Et sur quoi est-ce qu'on juge des résultats? Sur quoi les actifs d'une société, la valeur d'une société repose? C'est pas du tout sur les tonnes de CO2 qu'elle économise. C'est pas du tout sur la biodiversité qu'elle préserve. C'est bien sur la richesse qu'elle crée. Donc on voit bien que c'est complètement contradictoire et c'est deux injonctions qui sont données aux dirigeants d'entreprise. Donc comment on fait dans ces cas-là? Et moi, je pense que le greenwashing, c'est aussi le résultat de ça. C'est de devoir faire plus sobre, plus économe, et en même temps de vendre, de vendre plus et d'attirer plus le client. Donc on arrive là au cœur d'un sujet que je voulais amener, c'est le problème du modèle, tout simplement. On est dans un modèle qui contraint tout le monde à cette espèce de schizophrénie et qui est très, très, très complexe à aborder. Et il ne s'agit pas de dire les entreprises sont des vilaines parce qu'elles font du greenwashing, les citoyens sont vertueux. C'est pas vrai, les citoyens ils consomment, ils changent de smartphone tous les 3 mois. Donc je pense que c'est pas en allant là-dedans qu'on va y arriver. Donc nous, le point de vue qui a été le nôtre, et en partant du constat de cette injonction difficile, on se posait la question aussi pour les entreprises comment elles peuvent faire. Il y a des grands groupes qui peuvent se lancer dans la transition écologique parce qu'ils ont un directeur du développement durable, ils ont des moyens, ils ont des obligations très fortes, parce qu'il faut savoir que les entreprises cotées ont des obligations beaucoup plus fortes que les PME, en termes de rendu de compte, notamment sur le scope 3, c'est-à-dire les émissions induites. Et donc, c'est quand même pas simple, vous êtes une PME, il faut rester compétitif, parce que sinon vous perdez vos clients. Vous n'avez pas de directeur du développement durable parce que vous n'avez pas les moyens, vous bossez déjà 50 heures par semaine parce que vous êtes chef d'entreprise d'une entreprise familiale, c'est extrêmement compliqué. Et donc il faut prendre en compte aussi ça dans cette transition qu'il faut engager avec les entreprises pour les accompagner et éviter qu'elles aient à recourir au greenwashing, mais plutôt qu'elles mettent en œuvre la transition, ce qui est ce qu'on veut. Et donc voilà, face à tous ces constats, et en observant ce qui s'est passé tout au long de la Convention citoyenne, mais aussi à l'issue de la Convention citoyenne, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que cet engagement des entreprises, qui est souvent extrêmement sincère, ne soit pas dévoyé par méconnaissance ou par difficulté ou par manque de moyens, par manque d'accompagnement, etc. Et c'est le point de départ donc, de cette initiative qui s'appelle le Grand défi des entreprises pour la planète, et qui est un processus qui veut accompagner cette transformation. Et je dis transformation et transformation du modèle. Parce qu'à problème systémique, il faut une solution systémique. C'est-à-dire que ce n'est pas par des ajustements réglementaires que les entreprises rejettent parce qu'elles n'ont pas été consultées nécessairement sur tous ces aspects-là, qu'on arrivera vraiment à faire bouger ce modèle. Donc qui d'autre, de mieux que les entreprises, peuvent faire bouger le modèle dans lequel dont elles sont les principales actrices. Donc c'est ça le grand défi, c'est embarquer tous les entreprises et leur écosystème, leurs fournisseurs, leurs consommateurs, les territoires, parce que les territoires aujourd'hui sont des acteurs absolument majeurs pour la transition et pour l'accompagnement des entreprises. Je pourrais développer plus tard, mais c'est vraiment des acteurs qui ont, aussi bien en termes d'aménagement, de financement, de protection, etc. Donc il y a beaucoup de leviers possibles. C'est un peu des chefs d'orchestre. Eh bien, tous ces acteurs, on avait envie de les réunir pour qu'ils accompagnent les entreprises dans la réflexion et l'invention finalement d'un nouveau modèle de prospérité économique, mais un modèle de prospérité économique qui soit finalement compatible avec les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, c'est-à-dire être un modèle qui soit à la fois humaniste et régénératif. Et je dis régénératif parce qu'il faut aller au-delà de la neutralité, il faut même aller vers la régénération sur la durée, et là on pourra du coup faire un bilan carbone qui est à 0 si on régénère. Il faut tendre vers ça, en tout cas. Voilà, donc un processus, grand défi, qui se déroule en 3 étapes. Une première étape qui est une étape de consultation,
ou des milliers qui a lieu en ce moment, ou très nombreux acteurs issus de la société civile, issus des institutions et surtout des entreprises répondent à un questionnaire en ligne sur quelle vision ils ont de leurs difficultés, de la difficulté de cette transition, parce que si on ne fait pas de diagnostic du perçu et du réel, c'est-à-dire ce qu'on ressent comme un obstacle à la transition, ça sera difficile d'y répondre. Donc on voulait savoir où était le problème, pourquoi une telle inertie, pourquoi une telle lenteur par rapport aux enjeux. Ça, c'est l'objet de cette grande consultation, et puis et en même temps collecter des solutions. La deuxième étape qui va démarrer au mois de mai à Lille, puis dans 6 villes différentes, c'est une étape de délibération avec 150 représentants d'entreprises tirés au sort sur la base d'un ensemble de critères et qui vont donc travailler ensemble avec des experts du GIEC, avec différents experts d'ailleurs, mais aussi des représentants du monde économique, des fédérations, pour réfléchir ensemble à quel type de modèle on peut aspirer et ensuite faire des propositions pour le mettre en œuvre. Et puis une troisième étape, et je m'arrêterai après ça, une troisième étape qui est l'étape absolument essentielle, puisqu'il ne s'agit pas de refaire un catalogue de propositions qui viennent s'inscrire à la suite de nombreuses autres listes de propositions, c'est la mise en œuvre. Et cette mise en œuvre, elle doit être sur les territoires, en écosystème, et c'est pour ça qu'on a autant de partenaires, on a plus de 60 partenaires maintenant, pour organiser cette mise en œuvre à l'échelle des territoires avec les entreprises et pour que l'accompagnement, par exemple de l'ADEME qui est partenaire de notre initiative, ou d'autres acteurs de ce type puissent vraiment engager ce changement de modèle. Voilà ce qu'est le grand défi. Et puis, toute dernière chose, c'est qu'effectivement, il faut regagner de la confiance les uns avec les autres, et le fait de vouloir associer les différents partenaires, que ce soit sociétaux, économiques, les étudiants. On a 5 réseaux d'étudiants qui travaillent avec nous, dont pour un réveil écologique, par exemple. C'est aussi pour rétablir le dialogue et la confiance entre les acteurs, qui paraît essentiel au moment où il faut engager une transition sociétale. Voilà. Merci Virginie. Oui, alors justement, j'avais une question sur le lien qu'il existe. Enfin, est-ce qu'il existe un lien entre le grand défi et la Convention des entreprises pour le climat? C'est marrant parce que cette question, on me la pose, mais alors systématiquement, et c'est pas un problème, mais je me demande si à Médecins sans frontières, où j'ai travaillé longtemps, on leur demande systématiquement quel lien il y a avec MDM, quoi. Il y a beaucoup d'initiatives en France, et heureusement, il y a The Pledge aussi, il y a des mouvements d'entreprise. Et ils ont tous leur processus particulier, mais en gros, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont convergents. On a la même vision que la CEC. Éric Duverger, qui en est le fondateur, on s'est vu plusieurs fois au lancement de nos initiatives respectives. Il s'adresse à 150 dirigeants qui sont volontaires. Et toute l'action de la CEC, elle est centrée sur le rôle du dirigeant qui va emporter d'autres dirigeants. Donc il vise l'effet boule de neige entre dirigeants. Ce qui est très légitime, ce qui est très juste, on le voit, il y a une communauté qui s'est créée autour de la CEC, qui est très dynamique, et ils sont, pour moi, à la tête du bateau. Vous savez, dans un bateau, il y a ceux qui guident, et puis après, il y a tous ceux qui suivent et qui sont dans le bateau. Pour moi, ils sont devant, ils donnent la direction, parce que ce sont 150 acteurs qui sont déjà relativement avancés, la plupart ont fait leur bilan carbone, voire tous, etc. Donc, nous, on est plutôt derrière. Mais on est avec l'écosystème. Comme je vous le disais, il faut accompagner l'entreprise. Donc il y a les territoires, il y a les associations environnementales, il y a les institutions. Et il faut emmener tout l'écosystème si on veut une véritable transformation. Donc c'est 2 initiatives qui sont très complémentaires, qui ont pour point commun leur intention initiale, le fait qu'on s'appuie sur 150 acteurs de l'entreprise. Voilà. Et puis probablement qu'il y aura des ponts qui seront faits à l'issue des 2 processus. Merci beaucoup. Alors, on avait une question. Alors après, je pense qu'on fera peut-être passer un micro dans la salle pour prendre des questions. Je vais juste poser 2-3 questions là qui me sont arrivées. Alors effectivement, une des premières questions qui nous était arrivée, c'était est-ce que vous pensez que le modèle économique actuel est compatible avec la transition écologique? Vous avez eu en partie la réponse avec l'intervention de Virginie. Effectivement, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Petit clin d'œil, l'association Entreprises et Progrès qui avait publié il y a 5 ans maintenant un livre sur la revanche de la gouvernance où justement les dirigeants d'entreprise demandaient des systèmes de protection pour pouvoir prendre des décisions
qui ne sont pas les plus intéressantes économiquement parlant, mais justement pour favoriser des solutions qui sont plus sociales et plus écologiques, ou plus écologiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un système qui ne le permet pas. Donc voilà. Question à Mathieu. La régulation du greenwashing, rêve ou réalité? Le greenwashing est déjà régulé en France, sauf que ce sont des règles déontologiques. Donc c'est la profession qui définit les règles qu'elle entend respecter. Sauf que ces règles-là sont parfois peu connues, mal comprises, et que les sanctions sont assez limitées. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui militent pour avoir une autorité indépendante de contrôle et de régulation de la publicité. Voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients aux deux. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est un des pays occidentaux où on a une sensibilité du corps social qui est la plus élevée et des règles déontologiques qui sont assez strictes par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Donc, c'est pas si mal, mais on pourrait bien sûr progresser. Et finalement, penses-tu qu'elles font du greenwashing car elles ont peur de la décroissance, ou justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que finalement c'est une solution? Je pense que, alors, c'est effectivement peut-être un bon signe, parce que ce qui caractérise la vague de greenwashing aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 20 ans, c'est qu'on a effectivement les entreprises qui se sont engagées, qui ont fait des choses, qui sont fières de ce qu'elles ont fait et qui veulent le faire savoir. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, on a l'impression, en les écoutant, que ça y est, elles sont arrivées au bout, qu'elles ont trouvé la solution miracle qui va tout changer, alors qu'en fait, c'est un élément parmi d'autres. Il y a le produit et le service qu'on met sur le marché, mais il y a aussi tout l'usage qui est fait. Donc il y a aussi un enjeu d'accompagner le public vers de nouveaux modes de consommation, de nouveaux usages. Et surtout, une démarche de développement durable, il y a forcément des arbitrages, il y a forcément des difficultés qui sont rencontrées. Et ça, il y a très peu d'entreprises qui nous disent où elles en sont et ce qu'elles arrivent à faire, ce qu'elles n'arrivent pas à faire. Elles ont souvent une attitude très positive et triomphaliste, alors qu'on attendrait un petit peu de modestie de leur part. Oui, moi je voulais. Alors moi, je suis pas du tout dans le monde de l'entreprise, je suis chercheur, mais en tant que climatologue, on travaille de plus en plus. Enfin, je vois sur une vingtaine d'années maintenant comment les entreprises viennent nous voir ou pas nous voir. Et ce que j'ai pu observer, bon, il y a eu un effet COP21 énorme, ça, je pense que tous les acteurs l'ont vécu. Il y a vraiment un avant, un après COP21. Et en fait, il y a des entreprises qui venaient nous voir au début et on avait affaire au service com. Ou à une agence qui faisait un prix et voilà, fallait un peu quelques scientifiques pour participer à la com. Alors ça peut être de la com externe, de la com interne. Je ne donnerai pas de nom de banque auquel je pense. Et donc, par contre, il y a d'autres acteurs. Donc là, je peux les nommer. AXA ou EDF, ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux, puisque AXA, le modèle économique des assureurs et des rassureurs, c'est si la fréquence des extrêmes change, leur modèle économique, il est par terre. Donc eux, ils sont complètement, et EDF, pour des raisons aussi évidentes, donc eux, on a affaire à leur, on n'a pas affaire à leur com ou même le RSE, c'est vraiment les services directement concernés. Mais en fait, on a vu des entreprises qui avaient commencé par la com, qui sont passées à la RSE. Alors il y a la RSE/com, et puis il y a la RSE, où là, ça devient un vrai projet d'entreprise. Et puis ensuite, ça arrive dans les services. Et c'est assez intéressant de voir, il y a clairement un mouvement, c'est-à-dire que c'est un peu à cliquer, c'est-à-dire qu'une fois qu'une entreprise est passée aux autres stades, elle ne revient pas en arrière. Il y en a d'autres qui sont, depuis toujours, restés coincés dans la partie com. Mais c'est intéressant, enfin moi, de mon point de vue, je vois vraiment cette évolution. Je veux bien commenter également ça, mais c'est vrai, moi je fais partie des optimistes, comme je vous l'ai dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on vient de dire, c'est que, en tout cas, sur la création de la dynamique, pour moi, s'il y a du greenwashing, c'est une bonne nouvelle. Si le simple mot existe, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris des initiatives et qui se sont dit, il y a quelque chose à faire et je vais avancer. Après, qu'ils aient besoin de plus de modestie ou qui pensaient être arrivés, mais que finalement, il y a encore un bout de chemin à faire, c'est une réalité, et c'est vrai, parfait d'objectiver, parfait de se dire qu'il y a des limites à ne pas franchir, il y a toujours des mauvais élèves dans la classe.
Mais je pense que globalement, les entreprises y vont parce que c'est aussi un phénomène sociétal majeur et quelque part, c'est une question de survie pour elles. Hein. Il n'y a pas tellement d'issues à continuer à polluer et sinon on est très vite tagué et on sort du marché. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas tellement d'alternatives. Hein. Moi, je voulais juste ajouter un exemple paradoxal à la discussion. C'est-à-dire que je distingue ce qui est de l'ordre de la publicité mensongère, du greenwashing, de la communication. Il y a 3 ans, pour moi, ce sont 3 choses différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que je fais partie de comité de mission, donc un modèle de société, enfin oui, c'est un modèle de société, d'entreprise, les entreprises à mission, qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet de cranter vraiment la RSE dans la pratique, dans le modèle, dans l'aspiration, etc., y compris de rendre des comptes. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est le fait de rendre des comptes sur l'action et sur la façon d'atteindre les objectifs fixés, la raison d'être. Et l'une d'entre elles, qui est dans le luxe, fabrique donc des parfums. Et vous savez que le parfum, c'est en gros 80-90% d'alcool. L'alcool de cette entreprise-là, qui fait des campagnes, qui fait des campagnes de publicité sur un axe de sa politique RSE, elle ne parle pas de cet autre enjeu qui est d'où vient l'alcool. Elle fabrique l'alcool de ses parfums à partir de betteraves. Et pour être alignée avec sa raison d'être, elle a cherché des betteraves bio, parce que les pesticides tuent les abeilles, etc. Bon. Et c'est extrêmement difficile de trouver des betteraves bio en France, parce qu'elle veut aussi des betteraves françaises pour éviter évidemment le transport. Et ben, elle a fait cet effort-là, qui est énorme. Du coup, ça a encouragé la production de betteraves bio, qui devient plus rentable parce qu'il y a des acheteurs, etc. Et elle n'a pas communiqué dessus. Et ça, je trouve extrêmement dommage, parce que d'une certaine manière, ça joue contre, enfin, ça participe du greenwashing, c'est-à-dire que ceux qui font réellement, et c'est mesurable, c'est chiffrable, etc., ne le disent pas pour des problèmes d'image. C'est ça le paradoxe, c'est parce que c'est aussi un problème d'image. C'est-à-dire que dans le luxe, quand on en discutait hier, l'image de marque n'est pas encore associée dans la représentation collective. Un produit de luxe n'a pas vocation à être économe en ressources. Donc on arrive même à des paradoxes. Voilà. Dernière question, et après on prend vos questions dans le public. Une question pour Marc, justement. On a parlé justement de faire évoluer les usages. L'économie de fonctionnalité dans le bâtiment. Quand les constructeurs vont garder la propriété de leurs bâtiments, les construire pour 100 ans et n'en offrir que l'usage? Vaste question. Merci. Ok. Il y a des constructeurs qui conservent leurs bâtiments. Simplement, l'immobilier, je parlais d'immobilier en France parce que je connais et tel que je le connais, c'est un très vaste sujet, et tel que je le vois. Hein, donc ça n'a pas un parole d'évangile du tout, mais simplement, d'abord c'est un placement. C'est un placement pour la retraite, pour beaucoup de Français, d'être propriétaire d'un seul logement. Donc, quand on n'a pas son loyer à payer et qu'on est en retraite, c'est une forme de placement significative. Donc, le fait d'imaginer que les constructeurs conservent leurs immeubles, c'est le premier problème sociétal. Le deuxième, c'est que c'est un peu de finance, mais c'est 2 modèles économiques financiers totalement différents. Vous avez un modèle de construction qui est un modèle de gestion, effectivement, dans lequel finalement il y a très peu de capitaux qui sont déployés, et on est au service de l'investisseur qui est souvent d'ailleurs un assureur, un banquier, une foncière à long terme, qui elle investit à long terme dans ces bâtiments. Les bailleurs sociaux sont des foncières à long terme et conservent des bâtiments pendant très longtemps. Donc la question de la détention d'un bâtiment est aussi liée au modèle économique de la foncière qui va le détenir. J'essaye de me sortir à peu près de cette question, mais c'est pas évident. En fait, je crois, pour éviter aussi de complètement orienter, ces différents systèmes créent de la valeur, notamment pour les citoyens, rendent des services, notamment pour les citoyens, et je ne pense pas que la réponse ce soit que le constructeur garde son bâtiment pour 100 ans. Que le constructeur construise des bâtiments qui durent le plus longtemps possible, qui soient réversibles, qui soient évolutifs, qu'on puisse transformer des bureaux en logements,
des parkings en logement, etc., etc. Ça, c'est important. Parce que ça évite de foutre par terre des bâtiments au bout de 20 ans et de les reconstruire pour faire autre chose. Ça, c'est intéressant. Mais le fait que ce soit détenu par la même personne pendant 100 ans, je ne crois pas que ce soit la solution. Merci. On va prendre des questions dans la salle. Vous êtes quand même... Donc, si vous pouvez lever la main, on a un micro derrière. Sinon, je continue nos questions parce qu'il y en a plein qui sont arrivés. Donc, je pense que voilà. Merci. Je me lance. Vincent Valade, je suis étudiant aux Arts et Métiers. On a beaucoup parlé transport, bâtiment, voilà, les émissions carbone liées à ces industries. Il y a une industrie qui émet de plus en plus de carbone, c'est le numérique. Donc voilà, on consomme toujours plus de numérique. Est-ce que vous, acteurs de la transition écologique, chef d'entreprise, vous qui mesurez ces évolutions, c'est quelque chose aujourd'hui qui vous préoccupe et que vous prenez de plus en plus en compte? Voilà, merci. Alors, je veux bien y répondre parce qu'en fait, la sobriété numérique, on en parle essentiellement en France. On en parle beaucoup et il y a beaucoup de solutions à développer. Notamment, nous, on travaille avec GS1, je ne sais pas si l'association GS1, c'est celle qui a mis en place le code barre. Voilà. Donc, sur la standardisation de la data, aujourd'hui, les datas ne sont pas forcément standardisées, donc on démultiplie les modèles, notamment on démultiplie les datas dans l'entreprise, et il y a vraiment un gros enjeu à agir là-dessus. Alors, le problème maintenant, il est aussi économique. C'est-à-dire que quand on organise mal ces datas, on a besoin de beaucoup d'espace. Et ceux qui vendent l'espace n'ont pas forcément l'intérêt économique de vous faire rationaliser l'espace dont vous avez besoin. Et puis, on parle aussi beaucoup d'éco-conception de sites Internet. Alors moi, je suis en marketing, je peux vous le dire. Le site Internet, ce n'est pas fondamental dans la pollution numérique d'une entreprise. Il faut remonter beaucoup plus en amont sur la gestion de la relation client. Parce que vous pouvez avoir un site éco-conçu et derrière envoyer des newsletters, gérer vos mails, enfin bon, voilà, c'est juste, c'est très difficile de remonter tout en haut. Mais on a aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui réfléchissent là-dessus, Éco-Info. Après, il y a aussi une question d'usage. Ouais. Il faut rappeler, si je me souviens bien des proportions, c'est que la moitié de l'empreinte carbone des usages numériques, c'est le streaming. Au niveau Plus de la moitié. Et je vous invite à lire le livre de Sébastien Boller qui s'appelle Le bug humain pour comprendre d'où quel est l'usage du streaming en plus. C'est-à-dire qu'on a quand même un gaspillage phénoménal du numérique, si je peux dire. Et hier ou avant-hier, j'apprenais, il y a une société qui s'appelle Digital for Life. Non, Digital for... Zut, le terme m'échappe. Et c'est extrêmement intéressant. Il donnait des exemples. Vous savez, moi j'ignorais que quand vous tapez sur votre moteur de recherche, vous tapez 2 lettres et on va vous suggérer aussitôt un mot qui correspond à ça. Et puis c'est pas celui-là, donc vous tapez une 3e lettre, vous avez une autre suggestion. À chaque fois, c'est un aller-retour de données et à chaque fois, c'est une consommation d'énergie. Ces usages-là, moi, maintenant, je vais faire attention et je vais parce qu'on peut choisir de ne pas avoir la suggestion de données. Je vais le désactiver. Je l'ignorais. Donc, il y a aussi, à mon sens, il y a aussi une question d'éducation à l'usage et qu'est-ce que c'est qu'une donnée, comment elle circule, comment elle émet, comment elle contribue à l'empreinte carbone. Parce que finalement, on le sait assez peu. C'est vrai. Il y a aussi l'histoire du papier. Vous voyez. N'imprimez plus, envoyez. Le problème du numérique, c'est qu'on ne voit rien, en fait. Tout est caché. Donc, les data centers, les câbles, on ne voit rien. Donc, effectivement, ça entraîne une peut-être négation de l'impact. Alors, ce que je peux dire au niveau, par exemple, de notre institut de recherche, on fait un bilan carbone, comme beaucoup d'entreprises. On s'est lancé là-dedans il y a quelques années. Et donc, nous, on a de la bureautique, l'ADEME nous permet d'évaluer ça, mais on a une particularité de notre communauté de recherche, c'est l'utilisation des supercalculateurs. Donc un supercalculateur, ça fait à peu près la taille de cette pièce remplie
choses qui font des frigos, c'est un ordinateur et sur lequel on fait tourner nos simulations climatiques, hein, ce qui sert au rapport du GIEC. Donc évidemment, on se pose la question. Alors, aujourd'hui, c'est à peu près 15-20% de notre empreinte carbone du laboratoire. On est aussi, dans notre laboratoire, on est 200, on a à peu près aussi 11 tonnes, juste au niveau professionnel, hein, et il y a 20% de ça. Donc, alors, là, c'est une discussion au niveau national, puisque c'est le supercalculateur du CNRS. Et on commence à s'intéresser à ça, puis on a discuté avec nos collègues à l'université de Princeton, aux États-Unis. On dit, nous, notre supercalculateur, il est en Oklahoma, et c'est des centrales au charbon. Donc, en fait, pour leur simulation climatique, l'impact, il est 10 fois supérieur au nôtre en France, puisqu'on a le nucléaire. Donc, en fait, on commence à avoir cette discussion au niveau international. Alors, ça pose plein de problèmes de comment on travaille ensemble, mais ça arrive maintenant dans nos éléments de décision, mais comme tout le monde, j'allais dire. Mais il faut commencer par l'évaluer. Et on se rend compte, nous, on a été surpris de cette importante proportion. Et donc, maintenant, on va y réfléchir. Mais la première étape, c'est vraiment de quantifier. Et pour ça, c'est à chacun de s'emparer. Chacun va avoir son empreinte différente, va ses processus différents. Et l'ADEME est très utile pour commencer. Ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'on est au début de la prise de conscience de la signature carbone, du digital et de toutes ces activités-là, parce que ça ne se voit pas. Nous, dans les activités qu'on fait chez Equance, là, on a beaucoup de clients data center et qui viennent s'installer en France pour des raisons notamment de coût de l'énergie et de signature environnementale de l'énergie, et qui en plus de ça, parce que évidemment il faut des quantités de froid astronomiques pour faire tourner un data center, qui en plus de ça nous demandent de déployer des green data centers. Google s'est lancé dans ce genre de démarche. Donc la prise de conscience des grands de ce monde est quand même là. Donc ils se lancent dans ces démarches de data centers plus vertueux. Et on a de plus en plus de clientèle qui investit des sommes assez considérables dans ces systèmes pour qu'ils soient bien plus vertueux qu'avant. Et je pense que la France a une carte à jouer assez géniale là-dedans, parce qu'on a des super infrastructures, télécom, super infrastructures énergétiques, et qu'on a un savoir-faire assez puissant là-dedans. Et encore une fois, les ingénieurs, pour le coup, c'est un monde peuplé d'ingénieurs. C'est assez génial pour ça. Merci. On peut prendre une autre question? Oui. Donc Alain Robert, une question plutôt pour Marc Doma finalement. Donc j'ai travaillé dans une grande entreprise. Quand il s'agit d'avoir des engagements financiers sur l'année, on sait finalement les démultiplier dans toute la structure managériale. On s'est donné des objectifs à des patrons, à des commerciaux, etc. Donc on sait faire finalement. Maintenant qu'on a des objectifs que les entreprises, parce que la première chose à faire en effet, c'est qu'un conseil d'administration décide de prendre des objectifs environnementaux. Comment est-ce qu'on fait dans une entreprise comme Equance, par exemple, pour les décliner? Comment est-ce qu'on met en musique? Comment est-ce qu'on motive? Comment est-ce qu'on rémunère? Comment est-ce qu'on... Et au travers de la chaîne managériale, comment ça se passe? Très compliqué. On a des grandes campagnes sur l'amélioration de la signature de nos véhicules. On va basculer aux véhicules électriques progressivement. On n'a pas encore basculé, donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus extrêmement véloce sur ce sujet. La Poste, par exemple, a basculé assez rapidement. Et on a des grandes campagnes aussi sur les bâtiments dans lesquels on travaille. Mais on n'a pas mis en place de système. J'ai vu ça dans certaines entreprises qui consistait à avoir une forme de cotation crédit carbone interne avec des bonus, des malus entre entités. Moi, ça me semble être un système assez intéressant. Ça nécessite un système de comptabilité interne assez positif et ça crée une compétition interne intéressante. Nous, on n'a pas ça. Je pense qu'on vit aussi des périodes. Je vous ai parlé des mouvements organisationnels, changement d'actionnariat assez importants. Donc il y a il y a très certainement beaucoup d'autres sujets à l'ordre du jour pour l'instant. Ce qu'on a par contre, c'est qu'on a un rêve d'Engie de la transition énergétique qui est né il y a quelques années déjà,
et qui a infusé dans l'ensemble des directions et chez l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est plutôt le leadership managérial, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs et des entités sont engagés sur ces sujets. Mais il n'y a pas de système comptable ou de mesures qui permettent ça. Ce qui est imparfait, hein, je conviens. Moi, je voulais faire un commentaire sur cette notion de carbone. On parle beaucoup du carbone, mais alors je vais parler à fond renversé, mais il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a des 17 objectifs du développement durable. Et donc, même si c'est une bonne porte d'entrée, parce que je pense que voilà, il y a ce côté quantifié, on aime tous ça, hein, quantifié, mais pour moi, il faut faire attention de ne pas tout, de façon rigide, organiser autour de juste baisser le dioxyde de carbone. Parce que quand on parle de papier, il y a le débat papier neuf, où on coupe des arbres, et le papier recyclé, on fait de la pollution chimique, où il y a beaucoup de processus chimiques. Et donc là aussi, il y a un débat. L'informatique, il y a des terres rares, donc c'est à mon avis, de rajouter, ça on a une discussion dans nos laboratoires, hein, nous aussi, d'une approche systémique, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment important de ne pas tout... alors, on parle d'équivalent CO2, mais tout ne se compte pas en CO2. Donc ça c'est un élément. Et le deuxième point que je voulais faire, hein, et on est face à des étudiants, c'est la partie de l'éducation. On voit effectivement ce qui se passe au niveau éducation supérieure, et ça c'est bien. Il y a le rapport Jouzel-Abadi, hein, qui est sorti récemment, qui montre comment est-ce qu'on peut, dans l'enseignement supérieur, que ce ne soit pas juste 2 heures d'introduction, mais vraiment comment intégrer ça dans toute l'éducation, à la fois de comprendre ce qui se passe, mais aussi pour les différents métiers, ce que ça veut dire, enfin, voilà, d'intégrer. Ça vient, hein, mais là il y a vraiment, c'est un levier extraordinaire. Il y a aussi, et ça c'est une autre casquette que j'ai, c'est sur l'éducation formelle à l'école. Et donc on est en train de travailler, donc moi je suis président d'un Office for Climate Education qu'on a créé, qui pour outiller les enseignants, un peu dans la veine de la main à la pâte, qui a révolutionné l'enseignement des sciences dans les petites classes, et on a un vrai défi d'enseignement des sciences en France, donc pour outiller les enseignants sur l'enseignement de ces enjeux de climat, de biodiversité, etc. C'est difficile pour les enseignants aussi, et donc de leur apporter ça pour, à la fin du système scolaire, qu'on puisse, donc tous ces jeunes qui vont arriver dans l'éducation supérieure, ils aient déjà un bagage, comprennent les enjeux, et encore une fois, ce n'est pas juste des maths, de la physique, de la SVT, mais aussi ce qu'on appelle les soft skills, de savoir débattre ensemble, de s'écouter, de faire des citoyens. Donc là, il y a du travail. Hein. Et aussi de l'économique, enfin de la gestion. Mais voilà, de l'économique, de la philosophie. Voilà, parce que c'est quand même très important aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'en cours de gestion au lycée, on enseigne toujours l'objectif de faire du profit à court terme, c'est quand même assez choquant, et que finalement, tout l'aspect environnement soit délégué voilà. Et la difficulté de notre système scolaire qui fonctionne en discipline et en silo, c'est justement de créer l'interdisciplinaire. Donc là, il y a des vrais défis. Pour répondre à la question de monsieur, il y a quand même il y a des modèles d'entreprise qui se développent aujourd'hui, et je vais revenir sur le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, qui s'appelle l'entreprise à mission, et qui est une façon d'associer les collaborateurs extrêmement efficace aux objectifs. Il se trouve que donc j'ai la chance d'avoir été invitée à présider un comité à mission et à appartenir à un ou deux autres. Et ce qui est très intéressant, parce que ça change tout, ça bouleverse le système managérial, l'impact, les objectifs, le système comptable, c'est extrêmement intéressant et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez à l'instant. Il n'y a pas que l'empreinte carbone dans cette histoire-là. C'est une fois de plus, hein, c'est l'impact sur la société, l'impact sur l'environnement, l'impact sur les collaborateurs, etc. Et moi, ce que j'ai vu, et vous allez voir le lien avec les étudiants, donc cette entreprise-là, au départ, c'est une entreprise familiale, un groupe, une ETI, groupe familial qui fabrique des portes et des fenêtres, qui a un impact carbone désastreux puisqu'ils travaillent beaucoup avec le bois et avec l'aluminium. Et puis le dirigeant et puis son successeur se disent il faut faire quelque chose, il faut agir, ils ont une sensibilité, ils réfléchissent, ils se renseignent sur la loi Pacte 2, ils se lancent dans les histoires des comités de mission, et ça a commencé par quoi? On définit une raison d'être. Et cette raison d'être, elle est définie avec les équipes, par rapport à l'activité spécifique, parce que la raison d'être d'une entreprise A, c'est pas la même que celle d'une entreprise B. À partir de là, il faut définir des objectifs. Quand vous avez la raison d'être, il faut les objectifs. Comment est-ce qu'on les atteint?
Et puis ils ont même restructuré leur capital pour pouvoir avoir une part des actions qui s'appuie sur un fonds de dotation et l'actionnariat salarié, ce qui fait que tout le monde est engagé, il y a quand même un PDG, etc., mais tout le monde est engagé dans ce processus de transformation. Et c'est extrêmement intéressant parce que dans le comité de mission, vous avez les salariés qui sont représentés. Là, on a choisi l'OTI, donc c'est c'est toute la partie rendue de compte. On va entrer dans la triple comptabilité. Donc en fait, les outils, ils sont là, hein. Les outils, ils sont là, et c'est vraiment là, pour le coup, une question de management des équipes qui a permis d'aboutir à ce résultat-là. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le budget recherche et développement, il n'y a pas besoin d'augmenter, puisque les équipes se sont tellement emparées des objectifs à atteindre en termes de carbone et de biodiversité, qui mènent cette recherche-développement naturellement entre eux. Et l'autre effet vertueux, c'est les candidatures de diplômés. Alors, ils ont beau être en fin fond de la province, je veux dire que le nombre de candidatures de jeunes très hauts diplômés qui reçoivent a augmenté, et c'est phénoménal. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des outils qui ne demandent qu'une chose, ça a été éprouvé et développé. Donc, juste peut-être une question concernant, au début, on avait parlé de neutralité et de compensation carbone. La différence entre les deux, juste si tu peux repréciser. Oui, alors c'est une histoire de temporalité. Puisque si on se dit, je fais un voyage en avion à New York qui va émettre 2 ou 3 tonnes de carbone, et donc les tonnes sont émises tout de suite, et je plante un arbre pour compenser. Donc il y a tout le problème de temporalité dont j'ai parlé avant. L'arbre, est-ce qu'il va absorber la moitié de ces 3 tonnes pendant les 100 ans qui viennent? On n'est pas du tout sûr. En fait, la compensation, c'est un pari énorme, et la neutralité, c'est à un instant donné d'équilibrer les sources et les puits. Donc c'est vraiment pas la même chose, et cette notion de temporalité, elle est clé, puisqu'on a une baignoire qui se remplit. Donc c'est... voilà, bon, il y a d'autres différences, mais pour moi, c'est la plus importante. Il y avait une question. Oui, moi je voulais plutôt intervenir par rapport à la question précédente. Je n'ai pas eu le temps. Sur les leviers qui sont importants pour la transformation, je voulais ajouter tout le sujet de la finance durable. Moi, j'ai vu une transformation énorme. Il y a un an, je suis directrice de développement durable, donc il y a un an, j'étais plus ou moins écoutée. C'était pas facile, mais depuis qu'il y a le sujet très présent de la taxonomie européenne, qui est un exemple à niveau mondial, et il faut vraiment être fiers de ce qu'est en train de faire l'Europe. Et la finance durable, ça nous aide vraiment à porter les sujets de développement durable pour la transformation du modèle économique. Parce que cette production des richesses, on la continue. Mais il y a une définition différente des richesses. C'est quoi la richesse? C'est pas que l'argent à court terme. C'est pas qu'un modèle sur une année. La richesse, c'est aussi la protection des ressources. On crée de la richesse. Et c'est l'économie circulaire, c'est la lutte contre le changement climatique. On crée de la richesse. Donc la biodiversité, la protection des écosystèmes. Et donc cette vision différente de la richesse, ça vient du monde financier. Et là, moi, je travaille désormais quotidiennement avec la direction de finances. Et on arrive à porter vraiment des sujets. Et donc les banques sont devenues des partenaires pour financer des projets. On a refinancé aussi notre dette avec des engagements durables. Et ça, c'était après une chaîne qui a commencé parce qu'on s'est dit, mais comment on fait pour tenir nos engagements avec les banques? Et donc, ce qu'on a fait, on a introduit des bonus au niveau de toute la chaîne managériale, tout au niveau hiérarchique. Des bonus qui ne sont pas que carbone, hein, parce que si on regarde bien la taxonomie, il n'y a pas que le sujet carbone, il y a des sujets de biodiversité et économie circulaire et ressources. Et donc on a introduit tout ça, et ça c'est en train d'être un moteur incroyable. Et donc vraiment, je voulais rappeler que ça, peut-être je n'ai pas entendu parler de ça, donc voilà. Alors c'est vrai que le seul problème de la taxonomie européenne, c'est que ça parle d'activité, ça ne parle pas de produits-services. Ça, je pense qu'on va devoir attendre encore quelques années, mais c'est essentiel de parler, je pense, de produits-services. Voilà. Oui, mais il y a quand même une autre bonne nouvelle, c'est le projet de loi américain
sur l'obligation de communiquer le risque climatique de ces actifs. Et alors là, pour le coup, ça, il risque fort de passer. C'est pour toutes les entreprises cotées américaines qui devront communiquer sur leur exposition au risque climatique. Et puisque leur cotation va en dépendre. Et ça, c'est encore plus puissant que la taxonomie européenne. Et donc, voilà, c'est sur la table et avec de fortes chances d'être adopté. Et là, pour le coup, ça va donner un coup d'accélérateur à l'effet que vous disiez il y a un instant. Alors, oui, il y a 2 questions. J'avais une question pour Monsieur Janisch. Vous nous avez parlé tout à l'heure de greenwashing. Et ma question était la suivante. Où placer sur on va dire le curseur, l'échelle des publicités à bannir, les entreprises qui ne pensent pas à un possible effet rebond de leurs actions? Par exemple, Blablacar, pour pas les nommer, qui vendait en quelque sorte un partage d'une voiture, donc un projet plus vert, et qui a peut-être favorisé en fait les personnes à plus voyager, à plus utiliser la voiture parce que c'était vertueux et moins cher. Est-ce que c'est pénalisé? Est-ce que c'est considéré comme du greenwashing ou pas? Alors, on parle de greenwashing quand on parle de communication d'une entreprise, donc quand elle va expliquer ce qu'elle fait, les résultats qu'elle a obtenus, les avantages, le moindre impact environnemental de ses produits ou services. Et donc à travers ça, on va questionner bien sûr la posture de l'entreprise, sa démarche de développement durable, et comment elle s'est transformée ou pas. Mais là, c'est difficile de répondre parce qu'en fait, on analyse le greenwashing sur une campagne en particulier, sur une prise de parole. Donc en fait, il faudrait prendre le discours de l'entreprise à tel moment et regarder si ce discours-là, il est honnête, s'il est transparent, s'il est proportionné, s'il y a des éléments de preuve, etc. Donc en fait, l'analyse du greenwashing, c'est à un moment donné. Ce qui est compliqué, c'est qu'en tant que public, on a le souvenir où on se dit tiens, telle entreprise, de toute façon, c'est n'importe quoi, ou ils nous mentent, et donc on fait une analyse en ayant une interprétation, une vision de l'entreprise, si en gros, si elle est bonne ou mauvaise, si elle est engagée ou pas, et on s'éloigne un peu de l'analyse pure du discours, quoi. Et est-ce que la fin justifie les moyens? Peut-être que Blablacar a permis a fait une augmentation d'émissions carbone, mais a pu on va dire, inciter les personnes à plus partager leur voiture. Est-ce que vous pensez que justement la fin justifie les moyens? Je pense qu'on a besoin d'essayer et qu'on a besoin d'encourager les entreprises à se transformer réellement. Voilà. Et parfois, on commence quelque chose en pensant qu'on va bien faire, et après, on s'aperçoit qu'il y a des effets rebonds qu'on n'avait pas anticipés. Et donc là, la responsabilité, c'est de constater ça et de se dire, en fait, on s'est trompé là-dessus. Sur tel indicateur, finalement, c'est moins bon que ce qu'on espérait. Et dans ce cas-là, on corrige la trajectoire. Mais on peut aussi accepter qu'une entreprise, elle ne voit pas certaines choses et qu'on les constate après coup. Mais la question, c'est est-ce qu'elle va nous le dire ou pas? Et est-ce qu'elle va réorienter son business model ou pas? Et est-ce qu'elle est prête à éventuellement perdre des parts de marché pendant un certain temps pour réorienter son business? Il y a un autre exemple intéressant, c'est Ecosia. C'est un moteur de recherche qui a été créé il y a une dizaine d'années. Et en fait, l'objectif d'Ecosia, c'était de protéger les forêts primaires, parce que ce qui est essentiel. Et il y a 8 ans, c'était totalement déstabilisant, parce qu'il ne parlait plus du tout de forêts primaires, il parlait de planter des arbres. Et là, moi j'ai dit, punaise, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas du tout. Mais en fait, ce qui intéressait le public, c'est planter des arbres. Bon, ça ne sert pas forcément... Voilà, mais ils ont réussi avec ça à exister, à se développer. Ils n'ont pas dit qu'ils gardaient toujours en tête la priorité de préserver les forêts primaires. D'ailleurs, en Allemagne, ils se battent contre un groupe français. Mais bon. Mais si vous voulez, c'est vrai que le chemin d'un point à un autre n'est pas forcément la ligne droite. Et c'est vrai que, comme j'ai eu l'occasion de parler avec le responsable, il m'a expliqué ça, ça m'a rassurée, mais c'est vrai que le tout, il faut proposer aussi ce qui se vend. Et quelquefois, ce qui se vend, ce n'est pas forcément ce qui est le mieux pour l'environnement. Et il faut que les personnes, en fait, développent leur maturité pour se rendre compte qu'effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à un téléphone portable? C'est la coque en recyclé. Franchement, c'est rien.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et les concepteurs de téléphones portables, ils se battent sur « Ah ouais, il a 18%, non, moi j'ai 21, non, 23, vite, on investit en R&D », parce que c'est un élément de vente aujourd'hui. Alors qu'on sait très bien que travailler sur la durée de vie du téléphone est beaucoup plus important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi sur l'empreinte numérique. On devait avoir une garantie à 5 ans, hein, bizarrement. D'ailleurs, nos collègues américains, vous savez qu'on est très observés. J'avais un collègue qui travaille chez un grand groupe américain et qui poussait, oui, il faut concevoir sur une durée beaucoup plus longue, etc. En France, ils vont adopter un texte avec une garantie à 5 ans et tout ça. Et quand le texte est paru, garantie 2 ans. Bon. Ben, ça l'a totalement démoli. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut vraiment changer les modèles, mais voilà. Il faut aussi... Je peux poser une question à Mathieu, justement, qui fait écho à... qui rebondit sur votre question. Quelle est la part du... Parce qu'il y a l'usager quand même. C'est-à-dire que l'entreprise, Blablacar, moi je pense que l'intention est bonne. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des gens qui aient pris plus de voitures parce que Blablacar existait. Il faudrait savoir ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas eu Blablacar. Peut-être qu'ils auraient roulé dans la voiture toute seule. Donc j'en sais rien. Il faudrait faire une vraie étude là-dessus. Mais en revanche, la question que ça soulève, comme Ecosia, etc., c'est quelle est la part de responsabilité de l'usager dans finalement ce que lui propose. Il y a le publicitaire, l'entreprise et l'usager. Et là, on est en train de dire c'est l'entreprise, mais je pense qu'il y a le publicitaire et il y a aussi l'usager. Donc comment est-ce qu'on peut gérer ça avec le greenwashing? C'est souvent la réponse des annonceurs, donc des entreprises qui communiquent de leurs agences et des régies publicitaires, quand on questionne justement la pertinence de continuer à faire autant de publicité, c'est que souvent, et c'est pareil avec le greenwashing, les gens répondent en disant mais on ne force pas le consommateur à acheter. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a une répétition des messages, on a des stéréotypes qui sont véhiculés en particulier par la pub, mais pas que, qui font qu'il y a des tas de gens qui achètent des choses ou qui ont envie de paraître ou d'avoir tel comportement parce qu'on a une forme de pression et de normes sociales. Voilà. Et je pense qu'il est de la responsabilité des entreprises d'essayer de dépasser parfois le simple besoin qui est exprimé par les consommateurs à travers des panels pour essayer d'anticiper et d'accompagner, vraiment d'anticiper le besoin et d'accompagner, de dynamiser le changement de comportement. Après, je ne dis pas que le consommateur n'a pas de levier et ne serait-ce que choisir un produit qui est moins impactant, un produit qui est écolabellisé, réfléchir à l'usage de ce produit, parce que vous pouvez acheter un produit, il est moins impactant, mais après, si vous l'utilisez mal, vous pouvez avoir un report de pollution ici aussi. Donc, je pense que je ne sais plus qui parlait tout à l'heure du triangle de l'inaction. Je pense qu'on a tous notre part à faire, citoyens, entreprises, régulateurs, que ce soit au niveau national, européen, territorial, et il faut qu'on aille tous dans le même sens. Et peut-être pour revenir aux citoyens, c'est son éducation, le développement de son esprit critique, c'est absolument essentiel aussi. C'est pour ça qu'il faut insister là-dessus. On devient un citoyen, un consommateur éclairé quand on a été formé en conséquence. Oui, on va prendre une dernière question. Oui. Merci, bonsoir à tous. Adrien Simonet, chef de projet chez Allego. Déjà, je vous dis que j'ai le plaisir d'avoir organisé la première édition avec mes camarades ici présents. Donc, je suis très fier que ça se passe ici en présentiel pour cette édition. Donc, merci à tous d'être là déjà. Ensuite, ma question, excusez-moi, M. Guillardi, je vais revenir sur le CO2 et plutôt sur les annonces qui sont faites à ce niveau-là. En fin de compte, là, les entreprises, au cours des derniers mois, dernières années, ont fait beaucoup d'effets d'annonces sur leurs objectifs de réduction d'impact environnementaux, en particulier sur leurs émissions de CO2, sur des objectifs souvent à très long terme, souvent à 2040, à 2050, parfois même à 2060 pour atteindre la neutralité carbone. Je vois un problème principal par rapport à ça, c'est que les décideurs en fait, qui prennent ces décisions-là et ces objectifs actuellement ne seront évidemment plus aux manettes dans 20, dans 30 ans, et qu'en fin de compte, dans l'absolu, ce sera notre génération qui allons récupérer ces objectifs qui ont été fixés en 2022, en 2021. Donc comment s'assurer que la trajectoire jusqu'à 2050 sera la bonne? Comment s'assurer que les décisions qui vont être prises d'ici là
seront les bonnes, en fait, parce que les personnes qui vont prendre les décisions actuellement n'ont pas vraiment d'engagement particulier à avoir, puisqu'ils se fixent des objectifs à très long terme. À très long terme à l'échelle des entreprises. C'est la question des trajectoires. C'est-à-dire qu'un objectif, c'est le point qu'on vise, mais c'est comment on fait pour y aller. Est-ce qu'on y va comme ça et on espère qu'à la fin, on trouvera la solution technologique qui nous permettra de faire ça, ou est-ce qu'on commence à diminuer de 5% chaque année nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 ? Et donc tout l'enjeu, il est là aujourd'hui, c'est de forcer les entreprises à nous dire quel chemin elles vont emprunter. Et c'est valable aussi au niveau de l'État et aussi au niveau individuel. Faites un bilan carbone, regardez où vous êtes et essayez de réduire de 5% par an vos émissions propres. Peut-être responsabiliser ceux qui prennent les décisions, et même s'ils changent de boîte, on va les rechercher, on les met face aux conséquences. Typiquement, oui, il peut y avoir un aspect de délit, entre guillemets, si jamais les personnes, à titre individuel, prennent ces décisions pour leur entreprise, puis au final partent de l'entreprise et sans avoir prévu ou quelque chose. Moi, ma question, c'est presque un peu la retourner sur une gouvernance d'entreprise. Elle prend des décisions qui engagent l'entreprise sur des dizaines d'années. Hein, alors peut-être sur les investissements, quand on crée une usine. Donc c'est un peu la même chose. Et on peut aussi faire le même raisonnement pour nos politiques qui sont élus tous les quelques années. Donc l'enjeu, c'est de se faire réélire à une échéance qui est plus courte que l'impact de décisions qu'ils pourraient prendre. Donc c'est pour ça que mais ça, ça sera toujours là. Donc je pense qu'à partir du moment où ça devient une valeur de l'entreprise et que c'est intégré de façon systémique dans les décisions qui sont prises, on en parlait, ça rentrera parmi tous les autres éléments de risque. En fait, c'est là où moi je suis gêné par cette... Alors c'est bien de se fixer des objectifs de neutralité carbone, de dire ça donne un horizon, mais comme disait Eisenhower, plans are nothing, keep planning. Et en fait, c'est ça, c'est de lancer la discussion. Ensuite, s'arrêter sur vous avez dit telle année, tel chiffre, c'est presque, pour moi, c'est pas ça le problème. C'est de se dire on enclenche quelque chose et on se met en œuvre, en route pour y arriver. Et donc, voilà, moi, c'est ça qui va être important, c'est que ça va devenir quelque chose dont on s'empare. Et comme on gère le risque, comme on gère une entreprise, elle gère 36 000 risques différents. On est tous en train de gérer du risque en permanence. Je traverse la rue, j'envoie mes enfants à pied à l'école. On en fait une liste infinie. Et donc, c'est quelque chose de plus qu'on est en train d'intégrer dans notre chaîne de décision qui intègre plein d'autres contraintes. Hein, c'est juste une en plus. Donc, pour moi, c'est pour ça je pense qu'il faut décorréler la mesure elle-même dans quelle société on veut se projeter, c'est quoi notre nouveau narratif commun, on en parlait, hein, et donc de définir une histoire ensemble. Une fois que l'histoire est définie, enfin le narratif où on veut aller, le reste va suivre, entre guillemets. Alors bon, on peut voir ça comme optimiste. C'est assez optimiste, effectivement. Je pensais, par exemple, oui, mais vous savez quelle est la différence à certaines compagnies aériennes, par exemple, qui avaient fixé des objectifs de neutralité carbone à 2050, plutôt en pariant, par exemple, sur l'avion à hydrogène, qui est purement hypothétique pour l'instant, en fin de compte, sans trajectoire précise. En fait. Donc et les gens vont plutôt retenir justement cet objectif-là en fait, dans leur communication. Ils vont par exemple retenir que telle entreprise sera neutre en 2050, donc de façon quelque chose d'assez positif, sans avoir la vision concrète de ce qui se cache derrière, parce que personne ne va aller vraiment vérifier, du moins pas le grand public, année après année, comment les entreprises mettent concrètement en place ces mesures. Je pense que c'est ce que disait Marc, c'est qu'en fait, ça devient... ils ont plus le choix. Si c'est juste de l'affichage, ça va être au détriment de leurs clients, de leur réputation. C'est plus par là. Hein. Et c'est comme, d'ailleurs, quand on pense à l'accord de Paris, chaque pays a dit, c'est pas on l'a pas mis en contrainte en disant on viendra vous rechercher, vous dirigeants, dans 50 ans. C'est plus les pays ont dit, voilà, moi je mets ça sur la table, je vais réduire de temps. Alors, c'était décrit en disant c'est pas contraignant, mais on ne sait pas faire du contraignant au niveau international. Donc, c'est plus devant leurs opinions publiques, pour ceux qui en ont, ou entre pays, qu'on s'engage. Et ensuite, on pourra revenir chercher en disant vous êtes engagé à ça. Donc, alors, on peut se dire ça va pas assez vite, ça peut être frustrant, mais en même temps, moi, je préfère des systèmes qui restent en démocratie, qui sont peut-être un peu plus chauds, que de prendre des décisions radicales hors système démocratique qui prend du temps.
En plus, ça devient un risque sociétal, ça devient un risque financier, ça devient un risque assurantiel. Donc ça n'est plus théorique, hein, le fait de devoir réduire. C'est-à-dire que ça va coûter de plus en plus cher aux entreprises en termes de recrutement, parce qu'il y a la loi aussi, donc il y a la loi, il y a la réglementation, il y a l'attractivité pour les jeunes, il y a le risque physique pour des actifs. Il y a un moment où c'est plus de la publicité, c'est une vraie contrainte pour la pérennité de l'entreprise elle-même. Et ça avance très vite. Donc je pense qu'il faut rester pas confiant, vigilant, mais je suis d'accord, cet objectif-là, il ne faut pas regarder que cette déclaration d'objectif. Il y a tout ce qu'on a évoqué auparavant aussi. Bon, très bien, oui, parce qu'on veut terminer sur une note positive, mais je vais vous donner la parole pour le mot de la fin à chaque intervenant. Donc, Marc, tu veux commencer ? J'avais pris quelques notes. Non, mais moi, je voulais aussi dire à tous les jeunes là, qui sont dans la salle et qui regardent, hein, je crois qu'il y a une diffusion aussi, donc, que je pense qu'il y a une chance formidable actuelle, hein, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, quand on est ingénieur aujourd'hui, on arrive dans un monde, d'abord c'est le plein emploi, ce qui quand même n'est pas arrivé depuis très longtemps. Enfin, je pense qu'on doit être à peu près de la même génération, on a quand même vécu avec l'histoire du spectre du chômage, etc. On est quand même très loin, hein, de ça aujourd'hui. J'espère que ça va durer, hein, mais en tout cas c'est ça. On a aussi une prise de conscience généralisée. Et au-delà de la prise de conscience et des scénarios du GIEC qui font très peur, on a aussi un narratif de rêve, de ville durable, d'endroits dans lesquels on a envie de vivre, qui est en train de se constituer. Et c'est ça qui nous fera bouger. La peur du vide, c'est bien, mais le rêve de là où on a envie d'aller, je trouve, est un rêve collectif assez intéressant. Et les ingénieurs, leur rôle, c'est de concrétiser les rêves, hein, de trouver les idées de la douche, les différentes idées qu'on a vues tout à l'heure, pour concrétiser les rêves collectifs. Et je pense que ça, c'est la double chance que vous disiez tout à l'heure aussi. Hein. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un peu le retour de l'ingénieur. Hein. Je pense qu'on revient à des gens qui cherchent des solutions, qui doivent inventer des solutions complètement différemment de comment on les a inventées les années précédentes, hein, mais qui doivent inventer des solutions, des nouvelles façons de faire, d'économie de ressources. Donc ça, c'est, je pense, assez fantastique. Et voilà, il faut savoir, faut comprendre la chance dans laquelle vous êtes. Et si vous êtes ici aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris. Donc vous avez un choix à faire dans les mois qui viennent. Donc choisissez avec vos convictions et là où vous pourrez agir et peser. Donc vous avez compris que chez nous c'était le cas, mais pas que, hein, parce qu'il y en a d'autres. Voilà. Donc n'hésitez pas. Bien, nous aussi, on recrute dans nos laboratoires de recherche. Hein, je dois dire, c'est pas juste. Voilà. On a beaucoup d'ingénieurs. Faire tourner un modèle informatique sur un supercalculateur, c'est assez passionnant et c'est des vrais défis technologiques. Moi, je veux dire, je pense qu'effectivement, je rejoins certains intervenants pour dire qu'on est face à une transition majeure et que c'est une opportunité extraordinaire de repenser à c'est quoi notre projet collectif, comme je disais tout à l'heure. Et je suis de plus en plus convaincu et aussi de revoir ce narratif qu'on a. Et je pense qu'une partie du narratif, et on est en tant que climatologue peut-être un peu responsable, on s'est enferré dans certains narratifs qui ne nous aident pas. Le dioxyde de carbone, le nombre de degrés, c'est étroit de dire qu'il y a des solutions, écoutez les scientifiques, il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre, un espèce de modèle linéaire. Ça maintenant, clairement, non. C'est à nous tous de réfléchir à ce qu'on veut faire. Les scientifiques ont un rôle à jouer pour borner la discussion, mais pas pour l'orienter. Et donc moi, je suis de plus en plus convaincu que le changement climatique, ce n'est pas un problème de plus à résoudre. C'est comme la démocratie et les droits de l'homme, c'est une attention de tous les instants dont on doit tenir compte quand on prend des décisions. Ce n'est pas rien du tout, comme certains ont voulu le faire croire pendant longtemps, ni la fin du monde, comme certains voudraient nous faire croire aujourd'hui. C'est quelque chose dont vraiment on doit tenir compte, et c'est ce nouveau narratif à élaborer ensemble va demander du temps, et on a clairement cette tension qu'on a dans notre société entre le temps qu'il faut pour savoir à quoi on accorde de l'importance, le niveau de risque acceptable, qu'est-ce qu'on va
vouloir faire. Il faut du temps pour discuter de ça, et c'est normal. Et le temps du CO2 qui s'accumule et qui donne des impacts de la biodiversité qui diminue. Donc clairement, on a cette tension, mais on entend beaucoup urgence écologique, et surtout chez les jeunes. Attention que l'urgence, on en a eu une sanitaire pendant 2 ans, ça fait aussi faire ça a des dégâts considérables aussi, l'urgence. Ça fait faire des choses qu'on ne veut pas. Et donc, prenons le temps, sans perdre de temps. Ce qui est urgent, c'est de rediscuter ensemble, de trouver des arènes pour le faire. Ce qui s'est fait, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine à Clématera, ce que vous lancez effectivement en Pays de Loire, ce qu'on fait aussi avec le GREC Île-de-France, ce sont des lieux où on met les acteurs autour de la table et format Grenelle, et on avance, on discute, on a cet échange. Qu'est-ce qui est important? Et pour moi, le débat doit se placer à ce niveau-là. Si on le laisse au niveau vite les solutions, il faut s'occuper du CO2, je pense qu'on ne va pas arriver. Juste pour finir, puisqu'on est en période électorale, je me suis toujours demandé pourquoi le parti les écolos, qui portent tout ça, ils étaient à 5% dans les sondages. En fait, je pense qu'une des raisons, c'est que le narratif écolo, c'est il faut arrêter ceci, il faut arrêter cela, il ne faut pas faire ceci. Et n'importe quel communicant vous dira, ça, c'est pas un projet. Et donc, voilà, réfléchissons à c'est quoi notre projet. Et là, on pourra, chemin faisant, résoudre un certain nombre de problèmes. Merci. Mathieu. Oui, le mot de la fin pour moi, ça sera de vous encourager à continuer à vous informer, à vous former comme aujourd'hui, à agir en tant qu'ingénieur et en tant que citoyenne et citoyen. Voilà. Virginie. D'abord, je vais vous remercier parce que l'histoire du narratif, pour moi, c'est un sujet tellement important, et d'être ensemble pour construire un narratif et créer du désir. Plutôt, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut priver, on va se priver de confort, on va se priver de voyage, on va se priver. Non, non, non. Vous êtes des ingénieurs, vous allez inventer, et dans le mot invention, il y a une partie du narratif. Donc vous avez un métier absolument merveilleux. Donc le monde a besoin d'ingénieurs, il a aussi besoin d'un mot qui est associé à ingénieur, c'est l'intelligence. En latin, intelligence, je vous rappelle, ça veut dire interligere, faire les liens. Donc il faut des ingénieurs qui fassent les liens, pas qu'ils soient uniquement dans la technologie, mais on parlait des effets rebonds, etc. Donc avoir vraiment s'emparer du contexte, s'emparer de l'environnement pour bien inventer dans un contexte et relier tout ça au monde. Et puis je voudrais terminer sur une expression souvent on disait, quand on est jeune, on veut refaire le monde. Et bien vous êtes jeune et vous pouvez et vous devez refaire le monde. Alors je trouve que vraiment, moi, j'ai pas eu cette chance-là à ma génération.